Moussango Mouben Abignon, que la paix soit avec vous. Ce matin, c'est très simple, une vidéo en soutien à Michel Zetz, une vidéo en soutien et avec une pensée profonde pour tous ces Noirs africains et afro-descendants de France qui sont tués, tabassés, qui subissent des violences barbares et des discriminations, l'exclusion à cause simplement de leurs origines et de leur couleur de peau. En France, quand il y a un meurtre qui est commis, on dit c'est un meurtre terroriste, de manière très caractérisée. On l'a vu avec Samuel Paty. En France, quand une personne juive est tuée et touchée par des tags, des violences, on dit que c'est un meurtre antisémite ou un acte antisémite, de manière très claire, de manière chirurgicale. Mais quand il s'agit d'une personne de couleur noire, une personne africaine ou afro-descendante, les mêmes Africains, d'abord ça commence par les Africains, on nous dit qu'on est victimaire, on nous dit qu'on est pleurnichard, on nous dit qu'on n'arrive pas à passer à autre chose parce que il y a des gens qui pensent que non seulement ils travaillent plus que les autres, non seulement ils ont étudié plus que les autres, non seulement ils brassent de l'argent plus que les autres, et ils estiment que ceux qui s'engagent, ceux qui se lèvent, ceux qui militent ont du temps à perdre, n'ont pas de quoi s'occuper ou tout simplement ont des loisirs à partager avec les autres. Non, il ne s'agit pas de loisirs. Il s'agit de parler d'un pays qui a sa gloire, qui est une puissance, un pays qui a une beauté infinie par ses paysages, un pays qui a un génie incroyable par ses hommes, mais aussi un pays qui a un passé esclavagiste et un passé raciste, un passé colonial qui s'appelle la France. Et en France, les Noirs, les Afro-descendants et les Africains ont subi depuis très longtemps ce que Michel Zetz a subi. On nous dit que la France n'est pas les États-Unis. C'est vrai, la France est en Europe. On nous dit que la France n'est pas les États-Unis. C'est vrai, l'écart de puissance est grand. On nous dit que la France n'est pas les États-Unis. C'est vrai, la France n'a pas connu des lois de type Jim Crow ou des organisations de type Ku Klux Klan. Mais il n'en demeure pas moins que la violence insidieuse, symbolique, le caractère raciste d'un certain nombre d'actes qui sont posés est tout aussi évident, est tout aussi marquant. Et chaque fois qu'on essaye de dissimuler cela, vous avez vu, et je n'ai eu cesse de parler de cette question, je n'ai eu cesse d'alerter sur cette question, ce sont des députés français qui se sont opposés l'année dernière, quand nous étions à Bruxelles, au Parlement européen, à l'effet de faire voter la résolution du Parlement européen contre ce qu'on a appelé l'afrophobie, la négrophobie, c'est-à-dire le racisme qui touche les personnes de couleur noire. C'est-à-dire, autrement dit, les 15 millions de personnes de couleur noire, donc afro-européens ou noirs européens qui vivent sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ces personnes sont les plus touchées par l'absence de ce qu'on appelle les droits humains ou les droits de l'homme, la définition même du racisme qu'on appelle le racisme structurel. C'est le texte de la résolution du Parlement européen qui le dit. Et cette résolution-là n'a pas été écrite par des Africains, par des Noirs ou des Afro-descendants uniquement. Elle a été initiée. Elle a été initiée par de propres députés européens. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe à Strasbourg avait reçu un certain nombre de délégations qui étaient du réseau européen contre le racisme, qui étaient du Conseil représentatif des associations noires, qui étaient du CRAN qui est basé en Suisse et d'autres organisations de défense des droits de l'homme, la LICRA en France, etc., à l'effet de recueillir un certain nombre d'avis sur ce racisme structurel et systémique qui est nié en France. Chaque fois qu'on veut aborder cette question en France, on nous dit non, stoppez,
vous avez des droits, vous avez des allocations familiales, la France accueille, etc. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a jamais refuté cela. Mais il y a aussi une réalité. Chaque fois qu'on évoque cette réalité, on nous dit non, ce passé, il faut passer à autre chose. Parce que vous pensez que les Juifs de France sont passés à autre chose quand ils font leur commémoration quotidienne? Vous pensez que la France est passée à autre chose quand elle célèbre la mort de De Gaulle? Vous pensez que quand le président Emmanuel Macron est allé à colomber les deux églises, c'est que la France est passée à autre chose? Non, on ne peut pas demander aux Noirs, aux Africains d'Europe, aux Afro-descendants de passer à autre chose, tout simplement parce que la France donne de l'aide au développement qui est le retour de ce que la France prend de façon générale sur le continent africain, puisque quand vous exploitez des matières premières sur un continent qui s'appelle l'Afrique et que vous n'en payez pas le prix juste, eh bien quand vous renvoyez des fonds sous la forme d'aide au développement, je suis clairement et simplement désolé, ce n'est pas de l'aide au développement, c'est tout simplement une rétrocession de ce que vous avez pris sur le continent africain. Voilà une question qui nous a préoccupés il y a quelques jours. C'est à peine une digression. Les masques et les objets rituels africains sont au nombre de 90 000 sur le territoire français, dans les collections de la France. 90 000. Et des pays comme le Cameroun, le Tchad, ont 7 888 pièces pour le Cameroun, 9 200 pièces pour le Tchad. Ils sont présents sur le territoire français. Et quand vous revendiquez, quand vous demandez que ces pièces qui ont été pillées, parce que le meurtre de George Floyd aux États-Unis, ou la barbarie qu'a subi il y a quelques jours Michel Zetz, c'est le même type de barbarie, le même type de décapitation, le même type de violence barbare qu'ont subi les populations qui ont vu débarquer et déferler des militaires français sur le territoire africain et qui ont vu les objets de leur procession, les objets rituels, les objets de leur religion, les objets de leur royauté, les objets de leur quotidien, les objets de leur sacralité, les objets de leur patrimoine être emportés par des militaires français, par des soldats français et par des administrateurs français. Au Cameroun, au Sénégal, dans le Soudan français, ce qu'on appelait le Soudan français, sur l'ensemble du territoire africain. On a vu des populations être décapitées, être massacrées par des personnes qui s'appellent Gallieni, par des personnes qui s'appellent Lyoté, par des personnes qui s'appellent Mongin, par des personnes qui s'appellent Fauche. Et on nous a dit en France que ce sont des héros. Des gens qui ont commis des massacres absolument abominables sur le territoire africain. Et quand on parle de ça, nos propres frères africains, nos propres frères noirs, nos propres frères nous disent que c'est du passé. Et on n'a pas besoin de Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen ou de Éric Zemmour pour ça. Ce sont nos propres frères qui nous disent. Nos propres frères de nos propres familles. Nos propres frères de nos propres cercles d'amitié. Nos propres frères de nos propres cercles professionnels qui nous disent que ce n'est pas la peine. Et voilà pourquoi ce combat ne prospère pas. Voilà pourquoi nos enfants qui naissent dans ces pays européens. Et je veux être très très clair. Je l'ai dit à maintes reprises. Il n'est pas question que la solution, parce que les 45 millions de Noirs qui sont aux États-Unis ne vont pas rentrer en Afrique. Ne vont pas rentrer en Afrique. Les 15 millions de Noirs européens ne vont pas tous, qui sont en Europe, ne vont pas tous rentrer en Afrique ou dans divers pays, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Israël, que ce soit la Chine, parce qu'il y a des Noirs dans ces pays-là. Des Noirs qui sont autochtones, qui sont anciens dans ces pays-là. Donc les 15 millions de Noirs européens ne vont pas rentrer en Afrique ou en Asie, ou ne vont pas rentrer je ne sais où. Quand vous êtes installé quelque part, dans un endroit qui s'appelle la France, vous avez, puisque c'est la Constitution, puisque ce sont des valeurs qu'on proclame, le droit d'exiger d'être pleinement traité en tant qu'être humain. Et la résolution du Parlement européen, dont je parlais tout à l'heure, et je vous invite, c'est une résolution du mardi 26 mars 2019, à laquelle un certain nombre de personnes, dont ma modeste personne, ont participé. Cette résolution est très très claire sur le racisme structurel. Parce que le policier qui tape Michel Zetz, le policier qui frappe, qui flagelle Michel Zetz, il est mu par quoi? Ce policier-là sait que vous et moi, qui avez la couleur noire, il sait que vous n'êtes qu'un descendant d'un esclave, descendant d'un colonisé soumis, et qu'en tout état de cause, vous ne resterez qu'un singe. On a beau dire que le singe a 90% de son ADN qu'il partage avec l'homme, donc c'est-à-dire que sur des êtres vivants, un animal est un être vivant, et l'homme c'est un être humain. C'est-à-dire que dans la dernière phase
de son évolution, l'homme c'est un homo sapiens, donc quelqu'un, un homo qui réfléchit, donc un homme qui réfléchit, donc qui pense, qui calcule, qui a une certaine intelligence logico-rationnelle, une intelligence qui peut être une intelligence qui la différencie des autres types d'êtres vivants, puisque l'intelligence spatiale, l'intelligence relationnelle même, d'autres types d'êtres vivants, d'autres animaux. C'est d'ailleurs pour ça que dans le mot que Aristote a copié d'un certain nombre de savants qui étaient dans l'Afrique antique, dans l'Égypte antique, dont notamment Taotep, il a considéré l'être humain comme étant un animal politique. Donc c'est-à-dire un animal qui est politique parce qu'il gère la cité, il gère la cité sur la base d'un certain nombre de concepts, donc la capacité d'abstraction. C'est pour cette raison que Homo sapiens, c'est celui qui raisonne, donc ça le différencie avec les autres éléments les autres espèces donc vivantes, c'est-à-dire que les animaux. Et donc dans le cas d'espèces, celui qui vous tabasse, celui qui vous reçoit parfois, celui qui vous dévisage parfois, regardez comment on est disproportionné dans un pays de logique, le pays de Descartes, le pays de la rationalité. On dit que quand vous ne portez pas un masque, comme c'est le cas pour moi sur ce chemin de sport, de fitness, quand vous ne portez pas de masque, vous êtes verbalisé, c'est-à-dire qu'on établit un procès verbal et vous devez payer une amende, pour faire simple. Alors voilà donc un monsieur qui est producteur de musique, qui travaille, qui a un studio qui tient lieu d'habitation entre autres, puisqu'au sous-sol il y a des studios et des artistes dont rappeurs étaient en train d'enregistrer. Ce monsieur constate, et c'est ce qu'on appelle la peur du gendarme, il constate que il n'a pas de masque et que les policiers sont en face de lui, et donc il court pour reprendre son masque et les policiers le pourchassent comme une truie, comme effectivement un singe qu'on braconne dans la forêt tropicale, le pourchasse de manière absolument disproportionnée, le tabasse proche du meurtre, parce que s'il n'y avait pas les vidéos, s'il n'y avait pas ces images, les policiers seraient comme les colonisateurs et les esclavagistes d'avant, c'est eux qui raconteraient l'histoire. Et vous avez vu que grâce aux vidéos, grâce aux images qui ont été diffusées, eh bien, ils ont tout faux, et ça enjoint le gouvernement français, qui était engagé dans une opération comment dire ça, d'accommodement avec un certain nombre de revendications qui découlaient de l'affaire Adama Traoré, où après la levée de boucliers, la bronca des policiers, des forces républicaines, de la police républicaine, qu'on respecte, qu'on salue, quand effectivement elle assure la sécurité des citoyens, quand elle lutte contre ce terrorisme rampant, quand elle protège au quotidien les citoyens, que ce soit la police municipale ou la police nationale. Mais quand aussi des actes aussi odieux, des actes aussi acrimonieux, des actes aussi disproportionnés et barbares comme ceux qu'a subi Michel Zec sont posés, il faut que M. Darmanin, que M. Castex, M. Macron disent les choses de manière très claire. C'est un acte raciste, oui, mais c'est un acte négrophobe. Ça touche une personne de couleur noire, africaine ou afro-descendante, peu importe, mais de couleur noire. Et ces personnes-là sont tuées. Ces personnes-là sont tabassées. Ces personnes sont violentées parce que noirs. À partir du moment où vous l'aurez dit, vous aurez réglé la moitié du problème. Parce que la CAQ sent toujours le harin. Les poussières sous les tapis d'Orient, les plus aboutis, les plus chatoyants, sous les costumes et les dettes royaux de Versailles, les plus flamboyants, vous ne pourrez jamais cacher la poussière pendant longtemps. Et ceux, Nadine Morano, ceux Rachida Dati, qui ont refusé de signer cette résolution, tout au moins de la voter, puisque c'est une résolution qui a été votée à 577 voix pour, et la 200 de voix qui comptent venaient essentiellement du groupe du Rassemblement National et puis d'un groupe de la droite républicaine en France, entre autres Nadine Morano et Rachida Dati, étaient effectivement portés par cette idée qui est instillée en France, où on nous dit que sous prétexte d'assimilation, je ne sais pas qui on veut assimiler, en tout cas, résidant sur le territoire français, je l'ai toujours dit, si la condition de la présence en France est l'assimilation d'une personne comme Moundé, jamais je n'accepterai d'être assimilé à qui que ce soit. Jamais d'être assimilé à qui que ce soit. Jamais de la vie.
Si la condition, c'est le retrait de nos titres de séjour respectifs, eh bien, on va accepter cette condition. On va sacrifier à cela parce que notre honneur ne doit pas être bafoué à cause de papier, à cause d'une recherche de nationalité pour ceux qui veulent la nationalité, parce que moi, je n'en veux pas. À cause d'une recherche effrénée de bien-être dans un pays étranger dans lequel on va, c'est le cas pour moi, parce que je me suis installé dans un pays étranger et dans un pays d'accueil et qui devient son pays. Dans le cas d'espèce, il y a samedi, demain à 14 h, à la place de la République, un rassemblement qui est organisé. Peut-être en soutien à Michel, peut-être en soutien à ceux qui subissent ces victimes, mais surtout pour que cette question éminente, cette question qui est lancinante, cette question qui est insidieuse, cette question donc qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas traiter pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que dans le monde, la perception de la perception du noir, de l'homme de couleur, dit-on, en Inde, en Chine, en Israël, en Europe, et même en Afrique. Vous avez des ethnies en Afrique où des chansons dénigrent la couleur noire. En Afrique, vous avez des gens qui tuent des enfants. Vous avez des gens qui répriment. Vous avez des gens qui ont honte de leur peau noire. Vous avez des gens qui ont la haine de soi. Parce qu'on leur a dit qu'avoir cette couleur de peau, parce qu'on leur a dit qu'avoir des cheveux crépus, parce qu'on leur a dit que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas avenant. Il y a des hommes africains qui exigent que leurs femmes, leurs copines, etc. n'aient pas justement la fierté de leur couleur de peau. Il y a des hommes africains noirs qui sont complices, justement et très précisément, de cette réprobation, de cette haine de soi. Il y a des hommes africains noirs, nous, chez nous, des femmes africaines noires qui insultent leurs propres sœurs, consoeurs, parce qu'elles ont la peau noire. Regardez dans nos langues. Je vais d'abord commencer par balayer dans ma propre cour. Chez les Bamouns du Cameroun, la langue que je parle, entre autres langues africaines, langue camerounaise. Quand un parent insulte un enfant, lui dit « Senket Minayu », c'est-à-dire que regarde le visage noir de ta mère, Senket Minayu, regarde le visage sombre de ta mère, Senket Minayu, regarde le visage obscur de ta mère. À quoi il s'attend? À quoi il s'attend? À quoi s'attend une femme, un homme, un parent, un patriarche, Bamoun, quand il dit à sa fille « Senket Minayu », à quoi il s'attend? À ce qu'il s'attend que demain l'enfant n'ait honte de sa couleur de peau. Quand tu dis à ton enfant, regarde ton visage noir sombre, parce que peut-être ton autre fille a le visage clair, à quoi vous vous attendez? Vous vous attendez à ce qu'un enfant, quand il se retrouve demain en Chine, en Israël, en Arabie Saoudite, dans des pays où la négrophobie a été consacrée depuis très longtemps. Vous vous attendez à ce que les Noirs, les Dravidiens, les Noirs qui sont en Inde, qui sont depuis longtemps installés sur ces territoires, pour lesquels, quand on veut se différencier, on se blanchit la peau. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à ce que, quand on chante à Douala, Bakala Omoy, Miondi Wase, les blancs en haut et les noirs en bas, Bakala Omoy, Miondi Wase, chez nous au Cameroun, en Afrique, on chante le blanc en haut et les noirs en bas. Chez nous en Afrique, on chante le blanc, Bakala Omoy, Miondi Wase. Quand vous avez votre mère, vous avez votre grand-mère, vous avez votre sœur qui vous dit que vous êtes propre comme un blanc. Quand vous avez votre ami, votre cousine, votre frère, votre collègue qui vous dit que lui il est comme un blanc, il ne fréquente pas les noirs, il ne fréquente pas les Camerounais en France. Vous voulez quoi? Vous voulez pas que les policiers tabassent Michel? Vous voulez pas qu'aux États-Unis on tue George Floyd? Vous voulez pas? Vous voulez pas ça? Quand votre fille de 15 ans, vous les femmes africaines, vous avez 40 ans, vous avez 30 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, vous pouvez faire vos tissages, vous pouvez faire vos défrisages, tout ce que vous voulez. Mais quand vos enfants naissent,
De grâce, laissez-les tranquilles avec leurs cheveux crépus. De grâce, laissons nos enfants tranquilles avec leurs cheveux. De grâce, laissons nos enfants avec leurs cheveux crépus. Laissons nos enfants être laides avec leurs cheveux crépus. Laissons nos enfants être insultés avec leurs cheveux crépus. De grâce, laissons nos enfants. Ne faisons plus de tissage à nos enfants. Ne faisons plus de tissage à nos enfants. Faites aimer vos enfants. Faites aimer à vos enfants leurs cheveux, leur couleur de peau, leur histoire. Les Français, regardez, prenez leur exemple. De Gaulle qui a fait tuer Moumié. De Gaulle qui a fait tuer Oumniobé. De Gaulle et Pompidou qui ont fait tuer Ouandié sont célébrés dans leur pays. Mais nous, dans notre pays, quand on veut mettre une statue de Oumniobé à Douala, on nous dit qu'il n'est pas chez lui, alors qu'il est mort pour sa patrie. Il est mort pour ses frères et sœurs. Oumniobé a été tué par un noir, qui a été commis par des blancs pour tuer son frère noir. Ce type s'appelle Sarah Abdoulaye, il venait du Tchad. Des noirs ont été utilisés par les Français pour tuer d'autres noirs à Madagascar, au Tchad, au Cameroun, au Togo, au Bénin. Des noirs sont partis avec Leclerc dans la 2e division blindée de 1940 en 1944 pour sauver la France. Mais les Noirs ne pouvaient pas se sauver entre eux, les Noirs d'Afrique. Les Noirs d'Afrique ont contribué au Sénégal, au Fouta Djallon, au Fouta Toro, parce que le Peul détestait le Malinké, parce que le Bambara ne voulait pas que son frère Soninké lui parle. Eh bien, il a été aux côtés de Faidherbe pour tuer son frère, pour permettre à la France d'occuper ses terres. Et le meurtre de George Floyd aux États-Unis nous parle. Le meurtre d'un certain nombre de frères à travers le monde qui meurent parce que noirs nous parle. La colère qui jaillit, qui sourd. Moi j'ai vu des enfants comme Kylian Mbappé ou Dembélé qui aujourd'hui, parce qu'il y a cette clameur, se mettent à tweeter. Ils ont gagné de l'argent au ballon, ils ne veulent jamais invoquer leurs origines africaines. Ils ne veulent jamais proclamer leurs origines africaines. Alors qu'aux États-Unis, ceux qui vont sur la Lune, ceux qui vont sur Mars, ceux qui pilotent les navettes spatiales assument leur africanité. Ils s'appellent Africains-Américains. Est-ce que Kylian Mbappé est supérieur ou a plus de valeur que mon aîné Charles Bolden? Est-ce que Kylian Mbappé a plus de valeur que tous ces Noirs aux États-Unis, Frédéric Douglass ou Martin Luther King qui disaient I am an African American? Est-ce que tous ces jeunes Dembélé qui ont gagné la Coupe du Monde, qui ne voulaient pas dire de manière très claire, de manière très nette, comme Zinedine Zidane l'a fait quand il a gagné la Coupe du Monde en France, Zinedine Zidane est allé chez lui, chez ses pères, chez ses ancêtres, chez ses patriarches en Algérie présenter la Coupe du Monde. C'est ce que Kylian Mbappé, c'est ce que Dembélé, c'est ce que Matuidi devait faire. Parce qu'on les a assimilés, parce qu'ils sont sous la chape de la culture de l'assimilation en France, où quand vous proclamez votre africanité, on peut vous bannir, on vous dit que vous êtes ingrat. Parce que ces enfants qui tuent aujourd'hui, hier, pour Adama Traoré, ils se cachaient. Parce que ces enfants qui tuent aujourd'hui, hier, pour un certain nombre de meurtres, pour un certain nombre d'exactions de violences barbares qui touchaient les Noirs de France, ils se cachaient parce qu'ils veulent gagner tranquillement leur argent, comme des millions de Noirs en France, qui pointent leurs frères parce qu'ils n'ont pas de papiers. Quels sont les papiers qu'avait De Gaulle quand il est venu à Brazzaville? Quels sont les papiers qu'avait De Gaulle quand il est allé au Cameroun chercher de l'argent et des hommes pour libérer la France? Quel est le papier? Qui peut me montrer les papiers de Leclerc quand il a foulé la terre de mes ancêtres pour venir construire les Africains? Quels sont les papiers qu'avaient ces Français? Le lieutenant Presta qui est venu à Fouman, littéralement tabasser le roi Njoya dans son palais et prendre son trône et l'emporter au musée du Quai Branly. Quels sont les papiers qu'avaient Puttkamer, von Gless, von Soden, les gouverneurs allemands, quand ils sont venus tabasser Kouma Mbappé et emporter son Tanguay qui se trouve aujourd'hui en Allemagne? Quelles sont ces histoires où les Africains en France insultent les autres? Quelles sont ces histoires où en France les Africains insultent les autres à cause de l'absence de papiers? Quels sont les papiers qu'avait René Caillé quand il a pénétré les terres du Mali, de Tombouctou, de Djenné, où il y avait les premières universités dans le monde? Quels sont les papiers qu'avaient Mison et Mestre, les premiers Français qui sont arrivés au Cameroun de manière officielle, puisque les Français venaient sur les côtes du Cameroun depuis 1630, quand Louis XIV, depuis 1685, quand Richelieu et Louis XIV étaient les maîtres, les instigateurs, les hommes d'État français qui ont entamé, initié la traite des Noirs sur les côtes africaines pour les transporter en Louisiane, pour les transporter dans les Antilles,
pour les transporter via Nantes. Nantes qui avait le plus grand nombre de bateaux et de cargaisons négrières en France. Quels sont les papiers qu'avait, oui, Cecil Rhodes, qui a baptisé honteusement sur le territoire africain 2 pays qui sont devenus la Zambie et le Zimbabwe. Oui, sur nos terres d'Afrique, un blanc, Cecil Rhodes, possédait 2 pays, la Zambie et le Zimbabwe actuel. Oui, un blanc, Léopold II, possédait tout un pays qui est 37 fois supérieur, qui était 37 fois supérieur à la Belgique et à la France. Ça s'appelle le Congo, la République démocratique du Congo aujourd'hui. Oui, sur mon continent, dans mon pays, le Cameroun, un blanc a un nom de fleuve qui s'appelle Nachtigal. Et je dis encore ce matin, que si nous faisons de la politique, si nous nous engageons demain, c'est pour que nos pays qui ont des noms coloniaux changent ces noms coloniaux. C'est pour qu'au Cameroun, il n'y ait plus jamais quelqu'un qui appelle le fleuve de nos ancêtres, le fleuve Nachtigal, ou le barrage de je ne sais pas trop quoi, barrage Nachtigal. C'est pour que dans notre continent, l'Afrique, on ne dise plus à un enfant que l'écriture a été inventée ou l'alphabet lui a été apporté par un blanc. Parce que l'écriture, l'alphabet ont été inventés, ce n'est pas moi qui le dis. Pour ceux qui vivent en France, allez voir un docteur qui s'appelle Olivier Tallet. Olivier Tallet est un égyptologue. Il est président de la Société française d'égyptologie. Il est spécialiste d'écriture, de l'écriture africaine, de l'écriture égyptienne ancienne. Il vous dira d'où est né l'alphabet. L'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est-à-dire les 26 lettres que vous utilisez aujourd'hui. Ces lettres qui ont été déclinées dans différents continents. Cette continuité des hiéroglyphes, de l'écriture dite des rébus, qui est née sur les terres de la Haute-Égypte, c'est-à-dire de la Nubie, en Haute-Égypte, la terre de Narmer, c'est-à-dire les ancêtres de la civilisation égyptienne antique. Parce que quand on parle de l'Égypte antique aux Africains, ils nous parlent des foutus pharaons qu'on a dans la Bible. Non, les pharaons sont de la Bible et du Coran, sont des inventions. Nous connaissons les 34 dynasties de pharaons d'Afrique. Nous connaissons les 340 pharaons qui ont régné sur notre continent. Nous ne voulons plus qu'on nous raconte l'histoire de notre continent à notre place. Nous ne voulons plus que ce soit les autres qui viennent nous raconter l'histoire du monde noir. Nous ne voulons plus que dans nos maisons, nos parents ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique et diabolisent l'histoire de l'Afrique parce qu'ils l'ont lu dans la Bible ou le Coran. Non, nous ne voulons plus ça. Et en tout cas, moi, fils de l'Afrique, moi, enfant de l'Afrique, je le dis très clairement, que je sois musulman ou chrétien, peu importe, que je sois de n'importe quelle religion, jamais je n'accepterai que l'histoire de l'Afrique soit tronquée, falsifiée et piétinée par des personnes comme Tabari, qui est un exégète, effectivement, à la fois du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire la Sunna, qui est la tradition du prophète, qui est constituée de 2 éléments, les hadiths, c'est-à-dire que les écrits et les recommandations du prophète Mohammed, et puis ce qu'on a appelé la sira, c'est-à-dire que sa biographie. Tabari a dit des choses absolument horribles. Horribles sur l'homme noir, sur la peau noire. Horribles. Comme Maïmonide, qui est une sorte de figure tutélaire, qui est une sorte d'éminence grise du monde juif. Lisez ce que Maïmonide a dit sur notre couleur de peau. Lisez ce que Tabari a dit sur notre couleur de peau. Lisez ce qu'ils ont dit sur le noir. Lisez ce que Nicolas V a dit sur les noirs pour légitimer à travers l'église catholique. J'ai vu que le pape François voulait indemniser les victimes de pédophilie. Les victimes de pédophilie commises par des prélats de l'église catholique. Quand est-ce que l'église catholique indemnisera tous les noirs, les Africains qu'ils ont fait transporter des côtes de l'Afrique pour les Antilles, pour les Amériques, pour la France, pour servir les rois et les reines de France? Quand est-ce que l'église catholique, à travers la bulle papale de Nicolas V, va indemniser l'Afrique? Quand est-ce que l'église catholique le fera? Puisque l'église catholique veut indemniser les victimes de tous ces prélats, de tous ces curés, de tous ces diacres, de tous ces évêques, de tous ces archevêques qui ont jeté leur gourme, qui par concupiscence, qui par luxure, qui dans une sorte de travestissement de la volupté ont utilisé des enfants pour satisfaire leur plaisir personnel. Eh bien l'église catholique veut dédommager, veut indemniser ces gens. Mais quand on parle d'indemniser les Africains américains, quand on demande à la France de rétrocéder à Haïti ce qu'elle lui a pris
de manière officielle de 1825 à 1950. C'était un fait inédit dans l'histoire de la finance, de l'économie, de la géopolitique, de la géoéconomie et de la géohistoire internationale. La France a pris de l'argent, l'équivalent de 21 milliards de dollars, à un pays qui s'appelait Saint-Domingue, sous Richelieu, sous Louis XIV, sous ses rois, sous ses premiers ministres, sous ses vizirs, qui ont été les chantres de l'État esclavagiste français. La France, qui a vu des Africains noirs, des Afro-descendants, Makandal, Moukti, Douti Boukman, Toussaint Louverture, Dessalines, se libérer par eux-mêmes du joug français, comme Nani de Nanitown en Jamaïque, comme notre ancêtre qui s'est libéré des chaînes au nord-est du Mexique et qui aujourd'hui a sa statue qui triomphe, qui est brandie, qui est sur la place de San Basilio. Oui, les Haïtiens aujourd'hui se sont libérés du joug français. C'était Saint-Domingue. En 1792 et en 1801, ils ont obtenu leur indépendance. En 1901, en obtenant leur indépendance, la France les a soumis à partir de 1825 à travers Napoléon, qui est célébré dans une ville que j'habite, entre autres, dans le 95, dans une ville dite impériale. Eh bien, la France a imposé à ce pays, en 1825, de lui payer un tribut pour s'être libéré. Et on refuse les indemnisations qu'on doit à des populations, à des millions de populations qu'on a extraits. Parce que l'un des drames de l'Afrique, c'est l'extraction de ses cerveaux, l'extraction de ses muscles, l'extraction de ses inventions, l'extraction de son génie, qui a été travesti, transformé, qui est devenu religion monothéiste pour les uns, qui est devenu architecture pour les autres, qui est devenu médecine, qui est devenu même des noms, comme ce que les Grecs ont fait du nom d'Imhotep, qui est devenu Asclépios. Oui, sur notre continent est parti l'alphabet. Sur notre continent est parti l'homme moderne. Sur notre continent est parti, et c'est Champollion qui le disait, celui qu'on considère comme le père de l'égyptologie, qui avait mené cette campagne avec Napoléon, puisque Napoléon était allé avec des savants en Égypte. Eh bien, sur notre continent, quand je vous demandais de vous référer à Olivier Tallet, ce n'est pas moi qui le dis. Et demandez et posez la question, lisez dans les grandes bibliothèques européennes, qui est Gunther Dreyer. Gunther Dreyer est un savant allemand, un égyptologue allemand, qui allait vivre, qui allait faire des recherches, qui allait faire des fouilles dans une ville du sud de l'Égypte qu'on appelle Abydos, où des personnes encore plus noires que vous et moi, que certains qui me regardent, vivent. Et c'est là-bas qu'il a extrait les traces des premières écritures dans le monde. Gunther Dreyer est celui-là. Olivier Tallet est celui aussi qui, en France, qui est parti avec un certain nombre de chercheurs, allait retrouver les traces des premiers et du premier alphabet de l'histoire de l'humanité. À Sérapet, c'est dans le Sinaï, dans les montagnes du Sinaï, à Sérapet, en Égypte, sur le territoire africain. Oui, il faut changer l'Afrique. Chaque noir comme chaque noir comme les enfants de George Floyd, aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Israël, partout où vous avez l'occasion de le faire. Dites, faites apprendre à nos enfants l'histoire. Faites apprendre à nos enfants la vraie histoire de notre continent pour lequel on a honte aujourd'hui d'avoir la couleur noire. On a honte aujourd'hui de se dire africain. On a honte aujourd'hui de se dire afro-descendant. On a honte aujourd'hui de fréquenter ses frères africains parce qu'ils ne sont rien, parce qu'ils n'ont rien inventé, parce qu'après tout, ils peuvent avoir des Rolls-Royce, des Bentley, des montres, parce qu'après tout, ils peuvent avoir des cheveux qui ressemblent aux blancs ou aux blanches, parce qu'après tout, ils peuvent avoir des costumes, parce qu'après tout, ils peuvent porter des marques de luxe comme des blancs. Mais ils ne sont que de pauvres petits singes. C'est pour ça qu'on tabasse Michel Zec. C'est pour ça qu'on a tué George Floyd. C'est pour ça que ces personnes à travers le monde, y compris en Afrique, sont tuées, tabassées, violentées parce que noirs. C'est pour ça aussi que sur notre continent, on n'a pas de considération pour l'être humain. Parce que ça vient justement de cette période esclavagiste et coloniale où on tuait le noir. Où on tuait le noir parce que noir. Quand vous voyez comment la barbarie et la tyrannie s'installent dans mon pays, le Cameroun. Quand vous voyez comment on se divise sur le continent africain. Quand vous voyez comment on se tue, on se découpe aujourd'hui. Ça vient aussi de cela. Ça vient aussi de cela. Ça vient en grande partie de cela aussi. Quand le diviser pour mieux régner est devenu une matrice, un mantra de la politique coloniale.
quand le diviser pour mieux régner est devenu une sorte de sève vivifiante de la politique coloniale. Quand le diviser pour mieux régner a fait que le Peul est devenu l'ennemi du Dogon, a fait que le Bamoun est devenu l'ennemi de son frère, le Bamileke, a fait que le Beti est devenu l'ennemi de son frère Douala ou de son frère Bassa. C'est cela, la politique du diviser pour mieux régner. C'est pour ça qu'un pays comme le Cameroun n'arrive pas à se construire, à se réconcilier avec son histoire. C'est pour ça que des pays comme le Congo, le Gabon sont encore divisés parce qu'on veut être président. On veut être président parce que l'autre a été Peul. L'autre a été Peul et que comme les Peuls ont été présidents, Peul installé par un type qui s'appelle Guy Georgi, des gens qui s'appellent Ojula, des gens qui sont venus chez nous au Cameroun, pour installer ceux qui étaient à leur solde. Parce qu'il n'y a pas d'Aïdjo sans Guy Georgi, il n'y a pas d'Aïdjo et de Mbida sans Ojula, il n'y a pas de Biya sans Ojula, il n'y a pas de Biya, d'Aïdjo, de Mbida sans ces gens-là. Ces gens-là dépendent, sont intrinsèquement liés à la présence coloniale française et occidentale sur nos terres. Et quand ils choisissaient une personne, ce n'était pas pour ses qualités intrinsèques, c'était pour son ethnie. Et parfois pour sa religion sur le continent africain. Parfois pour ses religions. Vous savez, j'ai souvent entendu des Français dire qu'ils sont la fille aînée de l'Église. Quand on est fille aînée, c'est qu'on est premier ou première, fille aînée. Je veux savoir comment on réussit toujours à dire des sornettes à des Français et qui les gobent alors que c'est le pays de l'histoire, c'est le pays de la rationalité, c'est le pays des Lumières. Non, c'est l'Arménie, le premier pays dont le roi s'est converti au christianisme en 301. Ensuite, c'est l'Éthiopie, avec Ezana, le roi Ezana en 322. Le premier pays au monde dont le roi s'est converti, c'est l'Arménie. Le deuxième, c'est l'Éthiopie, le roi Ezana en 322. L'Éthiopie, sur le continent africain. Avec, dans le prolongement d'un certain nombre de conciles, notamment celui de Nicée. Le concile de Nicée, c'était quoi? Les conciles, en général, ce sont des moments, des sortes de sommets, des congrès pour définir le canon, c'est-à-dire le droit. Et pour définir également les dogmes, c'est-à-dire les principes cardinaux de l'Église catholique, notamment l'Église d'Occident, puisqu'il y avait une Église d'Orient, l'Église catholique d'Orient et l'Église d'Occident. Eh bien, sur notre continent africain, ces principes, les Éthiopiens, ce qu'on appelait les Éthiopiens à l'époque, qui étaient d'Aksum, le royaume d'Aksum, avec un certain nombre de royaumes attenants, ce qu'on appelait l'Abyssinie, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé en 322. C'est qu'un certain nombre de personnes se sont dit, eh bien, peut-être qu'on a embrassé une religion étrangère, mais on va la définir selon nos propres canons. On ne va pas dépendre de Rome, on ne va pas dépendre de l'étranger, on va dépendre de nous-mêmes, dans notre spiritualité. C'est pour ça que les Éthiopiens ont développé, en plus de l'écriture amharique, qui est l'écriture commune, connue des Éthiopiens, ils ont développé ce qu'on appelle l'écriture gaze, une écriture sacrée, avec leur propre temple qu'ils construisaient à même la roche, sur le modèle qui se faisait déjà dans ce qu'on appelait l'Égypte antique, puisque c'était la même continuité territoriale. Eh bien, ils ont construit à Lalibela et sur un certain nombre de sites des églises qui sont devenues du patrimoine de l'humanité. C'est à partir de 322 dans du roi Ezana. Et quand Théodose a édicté justement la destruction des temples anciens, que ce soit en Égypte ou sur un certain nombre de territoires africains, que ce soit sur la partie qu'on appelait la Numidie devenue l'Algérie ou Carthage devenue la Tunisie, eh bien, quand l'édit de Théodose a été édicté, nous sommes dans les années 400 après notre ère, ce qu'on appelle après Jésus-Christ, eh bien, il y a des personnes, des entités, des ethnies, des organisations qui ont résisté sur le continent africain, qui ont affirmé pleinement leur africanité, comme Léon l'Africain chez les Berbères le disait déjà, l'Afrique aux Africains, qui l'ont affirmé et qui ont résisté à cet édit de Théodose, qui était un édit qui a visé à christianiser l'ensemble du continent africain et puis notamment aussi à abolir les cultures anciennes, les cultures ancestrales, la spiritualité, les religions ancestrales et surtout les temples. L'édit de Théodose. Vous pouvez effectivement consulter cet édit et voir quelle a été son ampleur et son emprise sur le continent africain. Tout cela est lié. Tout cela est lié à ce que nous sommes devenus. Des êtres zombies de la planète, des êtres sans âme de la planète, des êtres sans identité fixe de la planète, des êtres sans domicile fixe de la planète. L'Africain est celui d'où est parti l'homme moderne. L'Africain est le continent, l'Afrique est le continent d'où sont partis la plupart des faits principaux
fondamentaux de la civilisation humaine. La civilisation humaine. Mais les Africains aujourd'hui sont considérés comme des sous-hommes partout dans le monde, y compris sur leur continent. Traités comme des sous-hommes par leurs chefs d'État, traités comme des sous-hommes par leurs dirigeants. Parce que l'Africain a une haine de lui-même. Parce que l'Africain pense que l'Africain n'a pas de valeur. Parce que l'Africain pense que son frère n'est pas un être humain, qui peut être piétiné, qui peut être brûlé, qui peut être tabassé, autant qu'on pourrait le souhaiter. C'est pour cette raison que nous avons un continent en déliquescence comme celui-là. C'est pour cette raison que nous avons un continent avec des gens extrêmement géniaux, résilients, résistants. Nous avons un continent qui a plein de richesses, qui est plein, qui peut donner tout au monde, qui a donné tout au monde, mais qui n'a rien pour lui-même. C'est pour ça qu'en France, les Noirs, les Africains se détestent autant. C'est pour ça qu'en France, les Noirs, les Africains et les descendants, quand ils se regardent dans la rue, quand ils se regardent dans le métro, ont toujours l'impression d'avoir en face de soi un ennemi, un étranger. Quand ils se dévisagent, ils ne se disent pas bonjour, ne se saluent pas fraternellement. C'est pour ça qu'en France, un Camerounais traite l'autre de sans-papier. C'est pour ça qu'en France, un Camerounais traite l'autre de sous-homme parce qu'il n'a pas de papier. C'est pour ça qu'en France, un Camerounais traite l'autre. Des Camerounais qui viennent de Douala, qui viennent de Tiko, qui viennent de Limbe, qui viennent de Fouman, qui viennent avoir des terrains en France, qui viennent avoir des maisons en France, mais qui nous disent que les Bamileke achètent leurs terrains au Cameroun, qui nous disent que les Bamileke ou les Bamoun ou les étrangers veulent leurs terrains, alors qu'ils sont maires en France, alors qu'ils sont adjoints aux maires en France, alors qu'ils ont leurs enfants en France, alors qu'ils ont leurs enfants qui sont champions du monde pour la France, alors qu'ils ont les enfants qui sont champions de France, alors qu'ils ont des enfants qui sont français, des Camerounais Douala, qui sont installés en France, des Camerounais Bassa, des personnes d'origine camerounaise Bassa, Douala, qui sont installés en France et qui font des vidéos pour demander que les filles Bassa, les filles Douala n'épousent pas une telle ethnie, alors qu'ils ont des femmes blanches en Europe. Vous avez des femmes blanches, pourquoi? Vous pouvez avoir des métisses pour avoir des papiers et vous voulez que vos sœurs au Cameroun n'épousent pas vos frères camerounais? Vous avez des femmes blanches, pourquoi? Pour avoir votre intégration en France, pour avoir la possibilité d'avoir des emplois qui sont réservés aux Français. C'est pour ça que vous avez des femmes blanches et que vous faites des vidéos sur YouTube, sur Internet, sur Facebook pour dire à des filles Bassa, à des filles Bamoun, à des filles, que sais-je encore, de ne pas épouser les personnes de l'autre ethnie, alors que vous avez des femmes blanches en France, des enfants métis. Alors que vous avez des enfants métis. Si nous ne prenons pas conscience de cela, Gérald Darmanin, Macron, Castex nous diront ce qu'il faut pour nous. Moi, je ne veux pas que Macron me dise ce qu'il faut pour moi. Je veux définir par moi-même ce qu'il faut pour l'Afrique. Je ne veux pas que Gérald Darmanin me dise ce qu'il faut pour moi-même. Je veux définir par moi-même ce qu'il faut pour les Noirs, les Africains de France. Je ne veux pas que ces gens, que ces personnalités hautes qui dirigent leur petit pays, parfois avec leur pays, parfois avec brio, qui le font de manière légitime. Mais je ne veux pas que ces gens me parlent d'Afrique. Je ne veux pas que ces gens me parlent de mon histoire. Je ne veux pas que ces gens me disent ce que je suis. Parce que je sais apprendre ce que je suis. Je sais apprendre à apprendre ce que je suis. Je sais apprendre à apprendre ce que je veux en tant qu'Africain. Et ce jeu, c'est un jeu collectif. Voilà, c'est un jeu collectif. Et donc de façon très claire, je le dis comme je le dis depuis des années. Nous le disons comme nous le disons depuis des années. Quand on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas demander à l'autre de t'aimer. Quand tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas demander à l'autre de t'aimer. Quand tu ne peux pas semer la propre graine dans ton jardin, dans ta maison, ne demande pas que l'autre t'apporte ses fruits. Quand tu ne peux pas semer tes propres pommes, tes propres oranges, tes propres ananas, ne demande pas que l'autre t'apporte des ananas sucrés. Nous avons attendu qu'on nous apporte les ananas que nous fabriquons, les ananas que nous produisons. Nous avons attendu qu'on nous apporte le café qu'on produit. Café qui est à côté, à 500, 600 km du Cameroun, vous avez la terre de naissance du café, c'est-à-dire l'Éthiopie. Donc quand j'entends les Africains, les Camerounais dire « Oui, je ne bois pas le café parce que ce n'est pas... » Non, le café qui vous revient sous la forme torréfiée, ce café qui vient parfois d'Europe, vous gagnerez à le produire par vous-même, le transformer par vous-même. Oui, transformer les mentalités, avoir une insurrection de la pensée, avoir une conscience historique. Et je salue ici l'État du Sénégal. Je salue ici le président Macky Sall. Comme on dit, les désaccords que nous avons avec des dirigeants africains, présidents comme ministres,
n'empêche pas de reconnaître ce qu'ils font quand c'est bien. Le président Macky Sall a honoré Cheikh Anta Diop d'une statue. Comme il y a un moment déjà au Sénégal, on a honoré Cheikh Anta Diop en lui donnant le nom de l'université Cheikh Anta Diop. Mais monsieur Macky Sall, si Cheikh Anta Diop a une statue, si Cheikh Anta Diop par le président Wade dans sa ville Tietou a un mausolée qui reste à développer, si Cheikh Anta Diop a une université, pourquoi n'enseigne-t-on pas les écrits, les paradigmes, la science développée par Cheikh Anta Diop? Parce que Cheikh Anta Diop n'était pas un idéologue, Cheikh Anta Diop n'était pas un gourou, Cheikh Anta Diop n'était pas un charlatan, Cheikh Anta Diop était un scientifique. Cheikh Anta Diop a croisé de façon interdisciplinaire, transdisciplinaire, un certain nombre de savoirs, un certain nombre de domaines disciplinaires, de concepts théoriques et de thèmes de recherche pour révéler l'antériorité négro-africaine de la civilisation égyptienne antique, que les Grecs, les Romains et les Occidentaux considèrent comme la base de leur civilisation, entre autres. Et avec un certain nombre d'éléments, qui soient linguistiques, sur le plan morphologique, qui soient culturels, qui soient politiques, qui montraient la proximité, qui montraient le cousinage, qui montraient la parenté entre un certain nombre de cultures africaines, un certain nombre de traditions africaines, un certain nombre d'éléments culturels anthropologiques africains avec ce qu'on a retrouvé dans l'Égypte antique. Et Cheikh Anta Diop, au cours du colloque de 1974, organisé non pas par les Africains, mais par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le colloque du Caire était un colloque qui visait à ce que les égyptologues du monde entier confrontent leurs théories, leurs théorèmes, leurs paradigmes, leurs recherches, leurs trouvailles avec celles de Cheikh Anta Diop, entre autres. Cheikh Anta Diop était accompagné de Théophile Obenga, qui est congolais, qui est un maître, Théophile Obenga. Et ils ont confronté leurs idées. Je vous invite à lire les conclusions du colloque du Caire de 1974 sur l'antériorité négro-africaine de la civilisation dite égyptienne antique, qui était une civilisation africaine. Et puis, il faut savoir qu'au cours de ce colloque du Caire, et même avant, puisque la Société française d'astronomie et un certain nombre de sociétés savantes à travers le monde, à travers l'Allemagne, à travers la France, à travers les États-Unis, avaient déjà établi le fait que cette civilisation prodigieuse, brillante, qui a été à l'origine de la plupart des inventions qui ont fait l'homme moderne, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la civilisation, eh bien venait de la partie sud de cette grande civilisation de l'Égypte, c'est-à-dire la partie sud, c'est la Nubie, la partie sud, c'est le Rwanda, la partie sud, c'est l'Ouganda, la partie sud, c'est le Kenya. Ces personnes s'appelaient les Anu, ces personnes s'appelaient les Mesnitu qu'on retrouve aujourd'hui du côté de la Somalie. Eh bien, c'est notre histoire africaine. Notre histoire africaine, nous en sommes les soldats, nous en sommes les propagateurs, nous en sommes ceux qui veulent être les instructeurs, nous en sommes ceux qui veulent que chacun, en lisant la Bible, son Coran pour sa spiritualité, n'oublie jamais le continent dans lequel nous sommes, le continent, je vais dire le continent où nous tous les êtres humains sectaires. Que chaque Africain ne pense pas que la seule chose qui compte, c'est l'histoire qui est racontée par son prêtre, par son imam, par son rabbin. Que chaque Africain sache que la seule chose qui compte, ce n'est pas ce que le blanc, français, hollandais, danois, belge, anglais, lui aurait raconté sur lui, sur l'Afrique. Et que ce compte en plus, c'est cassé pour notre continent. Comme Michel Setz, comme George Floyd, qui meurent à travers le monde, que sur le continent africain, qu'on n'ait plus jamais des gens qui font dénigrer la peau noire. Parce que quand on dénigre la peau noire, eh bien, en France, aux États-Unis, en Belgique, au Canada, personne ne peut la respecter. Et le policier a tant à vie. Eh bien, le fera les grands. Parce qu'en nous-mêmes, parce que sur notre propre continent, on a peu de considération pour l'être humain, pour la valeur de l'homme. On n'est plus le continent de la solidarité, où le
Et c'est ce papyrus qui raconte comment en Afrique, les hommes ont fait construire leur logement parce qu'ils les dirigeaient, parce qu'ils avaient décidé que les conditions n'étaient plus conformes au contrat initial. Lisez sur cette site à caractère historique. Allez consulter le site de la Bibliothèque nationale. Vous allez lire le papyrus d'Ypris. Le papyrus d'Ypris, c'est le premier livre de l'histoire de l'humanité. Ça a été écrit par un ancêtre qui s'appelait Taotep, qui est un pharaon, un vizir, c'est-à-dire un premier ministre de pharaon en Égypte antique, dont on a la antique. Et que vous avez à la naissance, au livre, essayez de cultiver sur notre continent la fin, sur le noir et sous l'homme noir. Car si l'Africain se fait détester, c'est parfois aussi parce qu'il a terrorisé cette haine de soi. Moussango Mouben Abignon, que la paix soit avec vous. Nous allons être demain avec nos frères et sœurs sur la République pour une pensée, surtout un message solennel à ceux qui pensent que le racisme systémique, que la homophobie est une vue de l'esprit.